Donc ce sujet, désolé que les évolutions sociétales en arrivent là, on parle de désalcoolisation. Pour les professionnels du vin, parfois c'est pas très agréable comme sujet, notamment pour ceux qui ont eu l'occasion de goûter certains vins sans alcool. C'est pas encore tout le temps une réussite, mais c'est une tendance de fond quand même qu'on observe avec les changements de mode de consommation. C'est aussi un univers qui pose pas mal de questions œnologiques, même des défis œnologiques pour réussir à avoir des vins désalcoolisés totalement ou partiellement qui ressemblent à des vins. Et puis voilà, on y est, donc faut y aller. Donc je commence sur la partie réglementaire. Alors, la filière se pose des questions autour de ces vins désalcoolisés, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a eu un règlement relativement récent, c'est le règlement européen 2117 de décembre 2021, qui posait de nouvelles règles. Jusqu'à il y a peu, on ne pouvait pas produire un vin titrant à moins de 9 degrés. Et ce nouveau règlement européen permet maintenant d'appeler vin un vin qu'on aurait désalcoolisé. Alors, il y a deux segments, il y a deux mentions possibles. Donc, un vin désalcoolisé totalement ou quasi totalement, donc entre 0 et 0,5 degrés, on peut appeler ce produit maintenant vin désalcoolisé. Et puis pour les degrés bas, on va dire entre 0,5 et 9 degrés, une nouvelle mention qui apparaît, qui est la mention vin partiellement désalcoolisé. Alors, pour les vins désalcoolisés, c'est uniquement pour les VSIG. Hein. Par contre, pour la mention vin partiellement désalcoolisé, là on s'intéresse à tous les vins sans IG, les IGP. Le règlement européen le prévoit même pour les AOP. L'INAO le prévoit pas trop encore pour les AOP, donc il va falloir attendre un petit peu. Mais en théorie, on devrait pouvoir le faire si l'INAO acceptait. Alors, ce qui est important à signaler, c'est que il y a une petite subtilité aussi pour les IGP, c'est-à-dire que le degré qu'on va considérer pour ces vins partiellement désalcoolisés, c'est pas forcément entre 0,5 et 9, c'est entre 0,5 et le degré minimal défini par le cahier des charges de l'IGP. Voilà. Une précision. Et puis, par contre, pour tous les IGP qui seraient tentés par cette aventure de nouveaux produits partiellement désalcoolisés, il y a un passage obligé, c'est de faire évoluer le cahier des charges, de le modifier pour autoriser formellement la production de ce type de vin, partiellement désalcoolisé. Alors, dans ce nouveau règlement européen, la petite nouveauté aussi par rapport à l'existant, c'est la première ligne là, c'est l'obligation de devoir mentionner une date de durabilité minimale sur les produits, donc une DDM. Dans les anciennes, ça c'est pas nouveau, sur la partie bio, c'était existant déjà avant ce règlement européen. Les procédés de désalcoolisation ne sont pas autorisés en bio, donc on ne peut pas produire ces deux types de vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés si il réclamait la mention bio. Une mention qui préexistait déjà et qui n'a pas été modifiée, c'est la possibilité de désalcooliser partiellement, donc jusqu'à 20 degrés maximum du degré initial du titre alcoométrique initial, sans mention, sans obligation de mention sur l'étiquette. Exemple, je produis à 20 à 15 degrés, je veux le ramener à 13 degrés, donc 20% de moins par rapport au degré initial, c'est possible, et j'ai pas besoin de mentionner les alcoolisations sur l'étiquette, et c'est même vrai pour les AOP. Pour le coup. Alors, petit rappel quand même, parce que là jusqu'à présent on parlait des vins, si on produit un vin désalcoolisé ou un vin partiellement désalcoolisé, on doit se conformer aux pratiques autorisées sur vin. Ça paraît logique, mais si on ajoute des intrants non autorisés dans la filière vin, comme par exemple ceux qui sont cités là, le glycérol, l'eau, des arômes ou des additifs stabilisants comme le benzoate, et là on ne peut plus appeler ces produits-là des vins. Voilà. Donc on sort de la catégorie des catégories vins désalcoolisés ou vins partiellement désalcoolisés. Je fais cette précision parce que sur le marché, jusqu'à présent, on trouve beaucoup de produits qui sont souvent appelés vins désalcoolisés issus de raisins fermentés.
Et dans beaucoup de cas, c'est des vins plutôt 0, maximum 0,5 degrés, avec addition d'arômes. Et donc là, bien sûr, on sort de ces deux nouvelles catégories. Alors, si on résume tout ce que je viens de vous dire sous la forme d'un petit schéma, ça donne ça. Donc entre 0 et 0,5, vins désalcoolisés, donc pour les vins sans IG, entre 0,5 et 9, ou un petit peu plus en fonction des IGP, donc les vins partiellement désalcoolisés. Le segment qui lui n'a pas changé, hein, pour les vins classiques entre 9 et 15. Et puis ça permet aussi d'aborder la thématique de la matinée sur les nolos. Bon, les nolos, c'est un terme fourre-tout, ça veut dire pas d'alcool, ou très peu d'alcool, ou un niveau très bas en alcool. Ça recoupe absolument aucune réglementation. Donc quand on parle des nolos, on parle en partie des vins désalcoolisés et des vins partiellement désalcoolisés, mais on parle aussi de beaucoup d'autres produits qui peuvent être issus de produits, en partie de produits de la vigne, mais qu'en toute petite partie, potentiellement. Ça peut être simplement des mélanges d'eau, d'acide, de jus de raisin. Et on rentre dans la catégorie nolo, mais bon, on n'est pas avec une composante majoritaire issue soit du vin, soit de jus de raisin. Alors, le règlement européen 2117 parle aussi des procédés autorisés pour désalcooliser les vins. Donc il y a deux grandes familles, soit l'évaporation sous vide et la distillation, c'est la première famille. Deuxième famille de procédés, c'est les techniques membranaires. Alors, ça repose sur deux principes physiques, je vais passer vite, hein, mais l'idée, c'est quand même en évaporation sous vide et en distillation, d'extraire l'éthanol, de séparer l'éthanol, l'alcool du vin, en le passant en phase gazeuse. Donc, c'est-à-dire qu'on va récupérer la vapeur d'éthanol, donc c'est une distillation, hein, c'est assez connu. Et puis après, les techniques membranaires, là, c'est un petit peu autre chose, c'est ce qu'on pourrait appeler une filtration moléculaire. Il faut imaginer un tamis sur lequel on ferait passer du vin, et puis sous le tamis, on récupérerait des petites molécules, de l'eau, de l'alcool, bien sûr, d'autres petits composés. Donc voilà, c'est ça les techniques membranaires. Donc, je vais détailler, mais très rapidement, parce que je sais que vous commencez à avoir faim. Alors, donc, tout ce qui est évaporation sous vide. Donc pourquoi on parle d'évaporation sous vide plus souvent que de distillation? C'est parce qu'on applique un vide. Et le fait d'appliquer un vide pendant la phase de distillation, ça permet une chose essentielle, qui est d'abaisser la température d'ébullition de l'alcool, de l'éthanol. Donc ça veut dire qu'on peut extraire l'éthanol d'un vin à plutôt basse température. Si on veut le faire à pression atmosphérique, il faut monter le vin à 78 degrés. Ça, c'est la température d'ébullition de l'éthanol à pression atmosphérique. Donc je vous laisse imaginer ce qui resterait d'un vin désalcoolisé si on chauffait le produit à 78 degrés. Donc là, l'intérêt, c'est justement en abaissant le point d'ébullition de respecter les qualités organoleptiques, d'essayer de respecter au mieux les qualités sensorielles des produits. Alors quand on a fait passer en phase gazeuse cet éthanol, on le récupère sous forme, on récupère les vapeurs sous forme liquide grâce à un condenseur. On obtient d'un côté le distillat. Donc dans ce distillat, on a évidemment l'alcool, c'est ce qu'on cherchait à extraire. On a aussi de l'eau. Et on a des petites molécules, des molécules volatiles. Et dans ces molécules volatiles, finalement, on a l'essentiel des arômes. Donc, on récupère aussi la fraction aromatique. Donc ça veut dire qu'au passage, il faut bien avoir en tête que quand on cherche à désalcooliser totalement un vin, on extrait aussi la totalité des arômes. Donc ça, le distillat d'un côté, de l'autre côté, le vin désalcoolisé. Alors je vous ai mis des exemples de matériel qu'on trouve qui commence à être assez répandu. Ça, je pense que ça doit être le plus répandu, c'est le spin cone column. Ça permet d'évaporer l'éthanol grâce à un système de cônes. Comme ça, le vin passe dans les cônes rotatifs. Ça augmente la surface d'échange et ça permet d'optimiser la vaporisation de l'alcool. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a des colonnes à garnissage classiques. Il y a un système de colonnes à garnissage qui est arrivé sur le marché il y a peu qui s'appelle le système Golo. Ah bon, voilà, c'est plusieurs types de matériel. En ce qui concerne les techniques membranaires, donc là je vous ai mis un exemple qui est une association de deux membranes, donc une membrane d'osmose inverse et une autre membrane qu'on appelle un contacteur membranaire. Donc c'est un peu toujours le même principe, hein, c'est qu'on va chercher à sortir du vin de l'alcool, on sort en même temps de l'eau, hein, systématiquement.
donc à travers ce fameux tamis, et puis d'autres petites molécules aussi, du potassium, mais aussi des molécules aromatiques. Donc il ne faut pas imaginer qu'avec ces techniques-là, on préserve la totalité des arômes, on va perdre aussi une partie de la fraction aromatique. Une fois qu'on a sorti ce mélange essentiellement constitué d'eau et d'alcool, le but, c'est d'éliminer complètement l'alcool de ce perméat. Et donc là, on utilise souvent une deuxième membrane. Donc dans le cas ici, c'est un contacteur membranaire. On peut utiliser aussi une autre technique de distillation pour éliminer complètement l'alcool de ce perméat. Et ce perméat, ensuite, on le réintègre au vin initial. Voilà, c'est la technique, c'est les techniques membranaires en résumé, très rapide. Si on s'intéresse aux avantages inconvénients, j'ai dit des deux grandes catégories de procédés de désalcoolisation. En ce qui concerne l'évaporation sous vide, alors on a vu, hein, c'est des grosses bécanes quand même, hein, c'est des gros équipements, c'est des équipements vraiment industriels, donc forcément coûteux. Intéressant parce qu'on peut traiter des volumes importants. On peut désalcooliser totalement, donc ça peut présenter un intérêt pour un certain type de produit. On sort la fraction aromatique complètement, mais en même temps on peut la récupérer. Sous-entendu, on peut aussi en réintégrer une partie au produit. Donc on peut récupérer une partie des arômes qui ont été entraînés pendant la phase d'évaporation sous vide. Et puis on produit généralement un alcool qui est autour de 70 degrés, de 60 degrés, donc qui est valorisable derrière. Pour les techniques membranaires, là on est moins coûteux, hein, c'est des équipements beaucoup plus légers, moins encombrants. Donc ça veut dire qu'ils peuvent être mobiles, ça veut dire qu'on peut les trouver en prestation. Si vous voulez faire désalcooliser vos vins, vous pouvez appeler des prestataires, il y en a plein. Et ils vont venir avec leur système de membrane pour désalcooliser partiellement vos vins. Plus adapté aux petits volumes, du coup, et plutôt quand on a un objectif de désalcoolisation partielle. Voilà, donc on ne cherche pas à enlever tout l'alcool. Les pertes aromatiques sont limitées, mais comme je l'ai dit avant, on a quand même une perte d'une partie des arômes. Et il y a un petit défaut quand on est avec un contacteur membranaire, quand on a un couplage membrane plus contacteur membranaire, ça va être très consommateur en eau. Voilà. Et par contre, pour les deux familles de procédés, dans les deux cas, ça c'est inhérent à ce qu'on cherche à faire, hein, c'est la perte de volume. On enlève de l'alcool. Il faut imaginer que si on part d'un vin à 12 degrés par exemple, si on l'enlève, on va enlever l'alcool, ok, on va aussi enlever de l'eau, on va avoir une perte de volume qui va avoisiner les 20%. D'un point de vue économique, c'est important, c'est loin d'être négligeable. Mais d'un point de vue technique, ça a un impact aussi. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que tout cet alcool qu'on sort du produit et toute cette eau qu'on sort du produit va avoir un effet concentration sur ce qui reste dans le produit. Tout ce qui va rester, tanins, et tous les composés du vin qui restent, qui ne sont pas extraits, du coup se retrouvent concentrés. Ça va impacter aussi le profil sensoriel du vin. Et justement, si on résume ces différents impacts de ces procédés de désalcoolisation sur les vins, donc il y a ce double effet, on enlève l'éthanol et on concentre. Donc ce qu'on remarque classiquement, hein, c'est une augmentation de la perception acide éthanique. Alors l'augmentation de la perception acide est directement liée à l'effet concentration. L'augmentation de la perception tannique, c'est aussi la concentration, mais c'est aussi le fait qu'en enlevant l'alcool, on a enlevé des propriétés d'alcool qui est de masquer certains tanins agressifs, d'enrober certains tanins agressifs. Donc là, c'est le double effet qui se coule sur la partie tannique. Un autre intérêt de l'alcool, c'est ce qui donne du corps, de la rondeur au vin. Donc si on l'enlève, forcément, on va avoir une diminution de la sensation de volume en bouche. On l'a vu, perte de composés d'arômes, plus ou moins importante en fonction de la quantité d'alcool qu'on retire du produit. Et puis, ça a déjà été évoqué plus tôt dans la matinée, mais on déséquilibre complètement l'équilibre initial du vin. Hein. Donc on crée des instabilités physico-chimiques, instabilité protéique, instabilité artérique. Et le fait aussi de diminuer les teneurs en alcool ou d'enlever complètement l'alcool, on laisse la porte ouverte au développement de micro-organismes qui habituellement ne se développent pas dans les vins à des degrés classiques.
Donc on a un risque microbiologique accru de ce fait-là. Donc vous avez bien compris que le but du jeu dans la désalcoolisation, c'est d'éliminer l'alcool sans trop dégrader la qualité sensorielle des vins. Bon, c'est un défi quand même, mais ça pose plein de questions du coup techniques, œnologiques. Si vous êtes motivé pour vous lancer dans cette aventure-là, n'hésitez pas. L'ICV peut tout à fait vous accompagner évidemment, mais c'est en tout cas de nouveaux domaines qui s'ouvrent à nous et super intéressants. D'un point de vue technique, alors sur la partie perception consommateur, Olivier en parlera après moi.